Merci de cette invitation et merci de cette possibilité de présenter ce qu'est le GIEC, qui est finalement souvent assez mal connu. Alors moi j'aime bien donc commencer par le présenter en quelques mots. Donc c'est une organisation qui a été créée il y a près de 30 ans, en 1988, qui est rattachée à l'Organisation météorologique mondiale et au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et je vais essayer de vous décrire la manière dont le GIEC fonctionne en quelques minutes. Alors tout d'abord, ce que je préfère introduire au départ, c'est la formidable aventure scientifique des sciences du climat et du changement climatique. Pourquoi une formidable aventure scientifique? Parce que c'est l'aventure qui consiste à réussir à observer la manière dont le climat fonctionne, la manière dont la variabilité du climat affecte les milieux naturels et les sociétés humaines au cours du temps. Une formidable aventure scientifique pour comprendre comment fonctionne le climat de la Terre, en particulier à travers le fonctionnement de l'atmosphère, de l'océan, leurs échanges avec les surfaces continentales, avec la cryosphère, la neige, la glace, les sols gelés, leurs interactions avec le vivant aussi à travers le cycle du carbone, le fait de comprendre les évolutions climatiques passées, le fait de donner sens aux variations récentes, qu'est-ce qui relève de la réponse du climat à des facteurs naturels, soleil et volcans, qu'est-ce qui relève de la variabilité spontanée du climat, et quelle est la part de l'influence humaine depuis la révolution industrielle. Et l'ensemble de ces recherches, elles sont conduites dans des laboratoires, dans des centres de recherche, dans des universités du monde entier, aujourd'hui, avec des moyens d'études qui sont des observations, qui sont des analyses statistiques, qui sont de la physique appliquée à l'objet complexe qui est le climat, et qui s'ouvrent à travers l'enjeu du changement climatique à toutes les disciplines scientifiques, puisqu'il y a également tous les travaux qui portent sur l'étude des impacts du changement climatique, des vulnérabilités, des options d'adaptation, et des options d'atténuation, c'est-à-dire les transformations de tous nos secteurs d'activité, pour construire un développement durable en rejetant moins de gaz à effet de serre. Vous voyez que ça mobilise aujourd'hui l'ensemble des disciplines scientifiques. Pour donner un ordre de grandeur du foisonnement de connaissances, j'ai cherché sur les bases de données des publications scientifiques, et donc dans la littérature scientifique, avec le mot-clé changement climatique, on trouve aujourd'hui plus de 20 000 publications par an. Donc il faut voir en fait cette production de connaissances comme autant de ressources pour comprendre les enjeux, autant de ressources pour explorer les risques futurs et les options d'action. Et donc le GIEC a été mis en place à la fin des années 1980 pour, sur la base de la littérature scientifique, la passer à la moulinette critique et faire une évaluation à un moment donné, sous forme de rapport, de cet état des connaissances. Donc les rapports du GIEC, on peut le voir comme une porte d'entrée dans ce foisonnement de connaissances scientifiques. À un moment donné, on s'arrête, on prend du recul, on analyse l'état des connaissances, ce qui est robuste et qui résiste à l'examen critique, ce qui est émergent, nouveau mais qui mérite d'être confirmé. Pourquoi est-ce que sur certains sujets il y a des controverses, c'est-à-dire où sont les racines des controverses, pourquoi certains jeux de données, certaines analyses sont en contradiction les unes avec les autres, et puis où sont les sources d'incertitude. Donc c'est vraiment là en fait, le travail essentiel du GIEC, c'est de produire ces évaluations critiques de l'état des connaissances collectivement et avec un système de relecture. Donc sur cette base de l'information scientifique mais aussi technique et socio-économique, le GIEC fait des rapports organisés en 3 gros volumes, les bases scientifiques des risques associés à l'influence des activités humaines sur le climat, les impacts potentiels, et puis ce qu'on peut décrire comme les solutions, c'est-à-dire les options pour limiter les risques, donc l'adaptation, tirer parti des opportunités, et enfin agir pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique, c'est-à-dire réduire les rejets de gaz à effet de serre. Un point important dans l'élaboration des rapports, c'est donc cet ensemble de principes de rigueur, d'analyse de la robustesse des conclusions, de traçabilité sur les éléments scientifiques permettant de parvenir aux différentes conclusions, et puis cette objectivité qui est nécessaire, une objectivité qui est atteinte par la diversité des auteurs des rapports, qui viennent des différentes régions du monde, une objectivité qui est aussi renforcée par un ensemble de phases de relecture critique des différents rapports. Alors je vais vous décrire brièvement comment ça fonctionne. Donc, le GIEC a un secrétariat d'une dizaine de personnes basé à l'Organisation météorologique mondiale à Genève. Il a un bureau qui est constitué d'un président, actuellement c'est Oh Sung Lee, qui est un économiste sud-coréen, 3 vice-présidents,
ce groupe est chargé de représenter le GIEC et de coordonner son fonctionnement. La partie scientifique, elle relève des membres des bureaux de chacun des groupes de travail. Donc chacun des 3 groupes de travail que j'ai présentés est supervisé par 2 coprésidents chargés de mener la préparation des rapports et appuyés par typiquement 7 vice-présidents. Donc pour ce 6e cycle, j'ai été élue avec ce bureau du GIEC et je vais travailler en étroite coordination avec Padma Ojai, donc qui est l'autre coprésident du groupe 1, qui travaille à l'organisation météorologique chinoise. Alors pour donner un exemple du travail qui a été accompli pour le dernier rapport, pour la partie base physique en 2013, 259 auteurs de 39 pays qui ont sollicité 600 contributeurs parce qu'ils ne couvraient pas assez les différents domaines de compétences. Plus de 1000 relecteurs qui ont fourni plus de 50 000 commentaires qui ont été pris en compte dans la mesure du possible. 14 chapitres, un atlas des projections climatiques globales et régionales, un résumé pour décideurs de 14 000 mots et 19 messages clés. Un de ces messages clés, c'est l'influence de l'homme sur le climat, elle est clairement établie. Et l'influence humaine, elle est la principale responsable du réchauffement observé au cours des dernières décennies, pour vraiment aller sur un point très simple. Alors, quels sont les liens entre les rapports du GIEC et le cadre international ? Le premier rapport en 1990 a clairement conduit à l'établissement de cette Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Le second rapport en 1995 a été une des ressources pour l'élaboration du protocole de Kyoto. Le troisième rapport en 2001 a attiré l'attention sur les impacts du changement climatique et la nécessité des stratégies d'adaptation, pas uniquement de l'atténuation. Le quatrième rapport en 2007, c'est à ce moment-là que le prix Nobel de la paix avait été attribué à Al Gore et au GIEC, a été une des ressources dans les négociations internationales pour la définition de l'objectif de long terme. Le cinquième rapport en 2013-2014 a été utilisé comme un état des meilleures connaissances scientifiques pour l'élaboration de l'accord de Paris. Et enfin, l'accord de Paris a fait une invitation explicite au GIEC, en particulier pour lui demander de préparer un rapport spécial sur les impacts d'1,5 degré de réchauffement et les trajectoires compatibles en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc les 3 rapports spéciaux qui sont en préparation portent sur les impacts pour 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui, 1,5 degré de réchauffement global, mais également les impacts évités par rapport à un réchauffement plus important. Le deuxième rapport spécial que l'on va préparer cette fois pour septembre 2019, donc 1 an plus tard, il porte sur les océans et la cryosphère, donc la neige, les glaces et les sols gelés, dans un climat qui change. Le troisième rapport spécial portera sur changement climatique et terre. Il est également préparé pour septembre 2019. Il portera sur les interactions entre la surface des continents et la végétation, les sols et le climat. Donc ce sont 3 rapports spéciaux qui relevaient d'une attente extrêmement forte d'un ensemble de pays, pour lesquels on a déjà engagé le travail. La semaine dernière, les contenus de ces derniers 2 rapports ont été approuvés en session plénière, et la première réunion d'auteurs pour le rapport sur 1,5 degré a eu lieu le mois dernier. Donc notre calendrier de travail, et je vais terminer là, je vous le rappelle, donc le premier rapport pour septembre 2018, et qui va être une des sources d'information pour le dialogue facilitatif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Les 2 autres rapports, donc Océans et glaces et usage des terres pour septembre 2019. Les rapports complets en plusieurs temps. La base physique pour avril 2021. En juillet 2021, les options d'action pour l'atténuation. En octobre 2021, les options d'action pour l'adaptation, à partir de l'analyse des impacts et des vulnérabilités. Et tous ces ensembles de rapports vont construire un rapport de synthèse pour avril 2022, qui sera une des sources d'information pour le premier inventaire global de l'accord de Paris sur le climat, qui est prévu à fin d'année 2023. Donc vous voyez que le GIEC, sur la base des connaissances scientifiques, va mobiliser très fortement la communauté scientifique. Il y a de nombreuses manières d'y répondre. La production de connaissances, et c'est aussi important que les productions de connaissances issues du monde non académique, le monde de l'entreprise, puissent être utilisées. Et pour cela, la meilleure solution, c'est que ces connaissances passent aussi dans la littérature scientifique à comité de lecture. C'est la base des rapports du GIEC. C'est important donc de pouvoir mobiliser cet ensemble de connaissances, de sorte que ces connaissances ne restent pas dans nos laboratoires, ne restent pas dans les entreprises, mais qu'elles soient intégrées
et que la prise de décision publique puisse utiliser l'ensemble de ces connaissances comme ressources. Merci de votre attention.